cette session numéro 2 sur les bétons. Alors, en fait, c'est sur les bétons, mais il n'y a pas que des bétons, puisqu'on va commencer par des pâtes de ciment. Et ensuite, effectivement, on ira plutôt sur le matériau béton, voire après, carrément à l'échelle de la structure. Donc, la première présentatrice est Madame Harishan, ici, qui va bien sûr présenter son travail sur l'influence des superplastifiants à base d'éther polycarboxylique sur la fluidité finalement des pâtes cimentaires. Donc voilà, vous avez 10-12 minutes et moi je rallumerai ma caméra au bout de 10 minutes pour que vous puissiez savoir que c'est le moment de conclure et de s'arrêter. C'est à vous. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter une partie de ma thèse de doctorat qui s'intitule « L'influence des superplastifiants à base d'éther polycarboxylique sur la fluidité des pâtes cimentaires ». La formulation des nouveaux bétons vise une plus grande ouvrabilité, un collage facile et une très bonne résistance mécanique, ce qui nécessite l'utilisation de superplastifiants. Les polymères de type polycarboxylate sont les plus performants. Ils ont une structure en peigne. Leur chaîne principale porte des groupements carboxyliques chargés négativement qui facilitent l'absorption de la molécule sur les surfaces des particules de ciment par interaction électrostatique. Les chaînes latérales portent des structures de type polyéthylène-glycol qui favorisent la dispersion des particules de ciment par l'encombrement stérique. Le résultat, un béton fluide. La performance d'un éther polycarboxylique est étroitement liée à sa densité de charge anionique et son poids moléculaire. La densité de charge anionique, comment interpréter ça? Les éthers polycarboxyliques de haute densité de charge présentent une forte absorption et une bonne capacité de dispersion initiale, ce qui signifie que la fluidité de la pâte de ciment augmentera avec l'augmentation du rapport carboxylique sur la squelette d'éther polycarboxylique. Concernant le poids moléculaire, les éthers polycarboxyliques du poids moléculaire moyen ont les meilleures performances de dispersion par rapport les éthers polycarboxyliques de poids moléculaire élevé. Mais les éthers polycarboxyliques de poids moléculaire élevé retardent fortement l'hydratation de ciment. Le but de ce travail est l'étude de l'influence des deux superplastifiants à base d'éther polycarboxylique de poids moléculaire et densité de charge anionique différents sur la fluidité d'une pâte cimentaire. Pour déterminer la fluidité de pâte cimentaire, on a utilisé le viscosimètre de Marsh. L'essai consiste à mesurer le temps qu'il faut vider un can contenant 1 litre de coulée à travers un orifice d'évacuation de 5 mm de diamètre. On fait la première mesure à 5 minutes. Ensuite, on place le coulé dans un récipient recouvert d'un film plastique pour éviter toute évaporation de l'eau. On fait ensuite la deuxième mesure de temps d'écoulement à 60 minutes. Pour la préparation du coulé de ciment, nous avons utilisé le ciment Portland composé 42,5 contenant 10% de calcaire et 5% de turf produit par la cimenterie de Skikda. Les deux superplastifiants utilisés sont des polymères non chlorés d'une nouvelle génération à base d'éther polycarboxylique modifié. Le poids moléculaire en poids, en masse et en poids pour les deux superplastifiants et l'indice de polydispersité, entité déterminée par la chromatographie d'inclusion stérique. Le dosage carboxylique ou bien le rapport carboxylique a été déterminé par la méthode de dosage acido-basique. Pour le son des ici, nous avons utilisé l'eau de robinet.
Les paramètres d'ici sont le dosage de superplastifiant. On a varié le dosage de superplastifiant de 0,25 à 1,75% de la masse du ciment. Le rapport E sur C 0,35 à 0,45 et le type de superplastifiant. Un plan factoriel complet à 3 facteurs et à 2 niveaux de puissance 3, complété par 2 points centrants, a été proposé dans cette étude Donc, le nombre d'ici est donc 10. Les 3 facteurs étudiés sont le rapport E sur C, le dosage de superplastifiant et le type de superplastifiant. Les niveaux bas et hauts pour chaque facteur ont été définis. Les réponses sont le temps d'écoulement à 5 minutes et le temps d'écoulement à 60 minutes. L'analyse statistique de nos résultats a été représentée le diagramme de Pareto des effets normalisés pour le temps d'écoulement à 5 minutes et le temps d'écoulement à 60 minutes. Les deux figures montrent que les 3 facteurs étudiés, E sur C, le dosage de superplastifiant et les types de superplastifiants et leurs interactions ont des effets significatifs sur la fluidité au seuil de 0,05. Afin de montrer les interactions des facteurs, il est utile d'étudier le sens de coefficient d'interaction et la façon de contrôler. Dans le diagramme d'interaction, de droite parallèle, absence d'interaction, plus la différence des pentes des droites est grande, plus le coefficient d'interaction est important. Donc, on remarque une forte interaction entre le rapport E sur C et le dosage de superplastifiant pour le temps d'écoulement à 5 minutes, même pour le temps d'écoulement à 60 minutes. Donc, pour améliorer la fluidité, il faut augmenter le rapport E sur C ou bien le dosage de superplastifiant. On remarque aussi, pour le temps d'écoulement à 5 minutes, une forte interaction entre le rapport E sur C et le type de superplastifiant, le dosage du superplastifiant et le type de superplastifiant. Pour les niveaux hauts de superplastifiant et le niveau de rapport E sur C, les deux superplastifiants présentent presque le même pouvoir fluidifiant. Pour les niveaux inférieurs de dosage, pour les niveaux bas de dosage de superplastifiant et le rapport E sur C, les deux superplastifiants présentent pas la même fluidité. Le SPE-PISA ou bien le EPCA ou bien le superplastifiant A présente une très bonne fluidité par rapport le SPO-PC2 de densité de charge faible par rapport. Donc, de nombreux articles publiés ont rapporté que les superplastifiants à haute densité de charge présentent une forte absorption, une bonne capacité de dispersion, mais une mauvaise rétention de la fluidité. D'après le diagramme d'interaction, pour le temps d'écoulement à 60 minutes, la fluidité de superplastifiant diminuée, tandis que la fluidité de superplastifiant 2 est améliorée. Donc, le superplastifiant 2 de poids moléculaire élevé présente une très bonne conservation de la fluidité après 1 heure et ce résultat conforme aux travaux de Kyomping et Hall. D'après ce diagramme d'optimisation, on peut constater que la meilleure fluidité à obtenir avec le superplastifiant 1 pour un dosage de superplastifiant de 1,25 et le rapport E sur C est 0,40. À l'issue de ce travail, on peut conclure les points principaux suivants. Comptabilité au coulé et la plus grande fluidité
dosage en superplastifiant et qui permet de conserver la fluidité des bétons jusqu'à la mise en œuvre. Le rapport E sur C, le dosage en superplastifiant et le type de superplastifiant, c'est les paramètres les plus importants qui conditionnent la rhéologie des bétons et ou des mortiers ou dipoulés. Les deux superplastifiants à base d'éther polycarboxylique étudiés sont des polymères non chlorides d'une nouvelle génération chimique, ont montré leur efficacité et ceci peut être attribué à la structure chimique. La fluidité de superplastifiant 2 est améliorée après 1 heure pour un rapport E sur C 0,4. Donc, le superplastifiant 2 permet d'obtenir un long maintien de rhéologie. Il est donc parfaitement adapté à l'industrie du béton pris à l'emploi. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas vu. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Quoique s'il y a des questions, je le vois. Effectivement, il y a une personne qui lève la main qui voudrait peut-être poser une question. Alors, voilà, qui doit avoir normalement le micro ouvert. Donc, c'est Monsieur Zentar qui pourrait poser sa question. Oui, merci Mathieu. Merci pour cette présentation. Donc, j'aurais juste une petite question. Donc là, le résultat que vous nous avez présenté, si j'ai bien compris, c'est sur de la pâte de ciment, c'est ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, semble-t-il que c'est sur la pâte de ciment. J'entends plus la présentatrice. Ouais, moi non plus. Mais ma question. Ouais, posez votre question. Ouais. Donc après, je voulais savoir, au fait, par la suite, donc dans l'introduction, vous avez évoqué surtout l'apport de fluidité, etc. sur le béton. Donc, est-ce que vous avez fait déjà des essais aussi sur le béton pour voir les conclusions qui sont tirées sur la pâte de ciment? Est-ce qu'ils sont applicables aussi sur le béton ou pas? Je ne vous entends pas bien. Pouvez-vous répondre? La question est de savoir si vous avez déjà essayé de tester la fluidité d'un béton plutôt que de la pâte de ciment. Est-ce Les qu'on a effets observés au niveau de la pâte, comment ils se traduisent sur le béton, quoi. Est-ce qu'on a formulé des bétons, c'est ça la question? Oui, donc on a utilisé les deux types de superplastifiants pour formuler des bétons à haute performance. On a déjà formulé un béton à haute performance et on a obtenu que le superplastifiant de haute densité de charge donne résistance mécanique à la compression, bien sûr. On a formulé des bétons à haute performance. Ma question, c'était surtout pour voir est-ce que les effets que vous avez pu observer à l'échelle de la pâte, est-ce que vous avez pu après les traduire ou les exploiter justement à l'échelle du béton? Je pense que la connexion n'est pas forcément… Et la connexion n'est pas forcément fantastique, mais… Ah oui, voilà, donc je pense qu'il y a… Voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête. On va s'arrêter ici pour cette première présentation, histoire de ne pas prendre trop de retard quand même. Et donc, on peut remercier encore Madame Arishan pour sa présentation. Effectivement, je pense que de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours prendre contact avec elle pour essayer de poser plus de questions et avoir plus d'informations. Donc, je propose de passer à la deuxième présentation de Madame El Khoury sur la modélisation, on va dire, et les couplages mécano-chimiques pour les structures en béton. Donc là, c'est pareil, il faudrait présenter, enfin en tout cas partager votre présentation pour pouvoir commencer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez voir mon écran? Pour l'instant, non. En effet, j'ai partagé. Je vais réessayer. Moi, je le vois. Hein.
Oui, oui, on le voit. Hein. Mm. On le voit. Hein. On le voit à l'écran. Très bien, il n'y a que moi qui ne le vois pas, c'est parfait. Voilà, c'est bon là, du coup je le vois, peut-être avec un petit décalage. Très bien, donc vous pouvez commencer, c'est pareil, je vais éteindre ma caméra et puis au bout de 10 minutes, je la rallume. D'accord, ok, je vais commencer. Bonjour, je suis Marinelle El Khouri, une doctorante à l'École centrale de Nantes et l'Université libanaise, et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui une partie de mon travail de thèse qui s'intitule Couplage chimico-mécanique des structures offshore. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la problématique générale, les études antérieures et la méthodologie de travail avec les hypothèses adoptées. Enfin, je vais présenter les résultats, les conclusions et les perspectives. Alors, où trouver ces structures offshore et à quoi elles sont soumises? En effet, on trouve dans plusieurs domaines les structures offshore. On a dans le domaine de transportation, comme les ponts de transport, ou bien dans le domaine d'énergie, comme les éoliennes et les plateformes pétrolières. Ces structures offshore sont soumises aux attaques de l'eau de mer, aux efforts mécaniques, au fluage, retrait, changement thermique, effet de marnage, séchage, mouillage et au gradient de température. Dans cette étude, on s'intéresse à coupler deux phénomènes, l'attaque de l'eau de mer et les effets mécaniques auxquels les structures offshore sont soumises. Et en cas de rupture de ces structures offshore, et surtout dans le domaine d'énergie, cela est accompagné par des explosions, par un écoulement de gaz dans l'eau de mer et une perte de vie. En effet, cette image a été prise du Deepwater Horizon Oil Spill, qui a eu lieu en 2010 et qui a causé un écoulement de gaz qui a duré plus que 3 mois dans la Golfe de Mexique. Alors, pour résumer ce problème catastrophique, on peut s'intéresser à la durabilité de structures face au chargement permanent, ceci cause des fissurations et du fluage, et au phénomène de durabilité des structures face à l'exposition de l'eau de mer, cet environnement qui contient beaucoup de sel, beaucoup d'ions. Alors, notre sujet s'intègre dans la durabilité de structures. Il a des impacts environnementaux, des impacts socio-économiques et enfin, ça nous aide à éviter la perte de vie liée à ces ruptures catastrophiques. Alors, ce qu'on peut trouver comme études antérieures, au niveau de l'attaque chimique, la plupart des études se sont focalisées sur l'attaque sulfatique externe et sur la diffusion des ions chlorure. Et si on regarde le couplage chimique mécanique, on trouve des études sur le fluage et l'exciviation qui a montré que cette déformation dans un texte combiné s'accélère et on atteint la rupture plus rapidement. Et on peut trouver des études sur le fluage, sur le couplage hydratation-autocicatrisation. Alors, ce qu'on va faire dans cette étude, c'est de s'intéresser à la combinaison de tous les ions qui sont présents dans l'eau de mer en étudiant l'effet de chacun d'eux et on va coupler ces effets chimiques de l'attaque de l'eau de mer aux effets mécaniques auxquels ils sont soumises les structures offshore. Alors, sur la méthodologie de travail, on va commencer par générer notre structure exposée à l'eau de mer, qui est dégradée par l'eau de mer. Pour faire cela, on adopte une plateforme d'hydratation CMPP. Elle a été développée par Hiloulin en 2016. Dans cette plateforme d'hydratation, on définit la composition du ciment, comme on voit dans ce tableau, le rapport E sur C et les réactions chimiques qui vont avoir lieu. Et on précise la durée de l'attaque de l'eau de mer. Donc, pour faire cela, on a adopté quelques hypothèses. Cette étude a été menée sur un béton dans l'eau de mer pendant 10 années. Et on peut voir que la structure dégradée représente une structure de plusieurs couches. Alors, on a considéré que l'attaque de l'eau de mer est modélisée par une structure multicouche et que chaque couche va représenter une réaction chimique alors des transformations de phase. Et on peut voir ici un tableau qui résume les phases réactives et les phases produites qui sont les données d'entrée de notre modèle. On a considéré comme début d'exposition l'âge de 72 heures et comme fin d'exposition l'âge de 6 mois. Alors, pour les couches 1 à 6, ce sont les couches de réaction chimique qui sont couplées à l'hydratation du ciment. Dans la couche 1, on a la couche qui est riche en brucite. Elle représente la réaction de la portlandite avec les ions magnésium. La couche 2, c'est la couche riche en calcite, c'est la réaction de la portlandite avec le CO2. La couche 3, c'est la réaction de transformation de CSH en thaumasite. La couche 4, c'est la couche riche en gypse. La couche 5, elle est riche en étringite. Et enfin, on a la couche 6, c'est l'action des ions chlorure conduisant à la formation du sel de Friedel. Enfin, on a la couche saine, là où il n'y a pas une attaque de l'eau de mer, c'est la couche là où la réaction d'hydratation aura lieu seulement.
Alors, voici la microstructure qu'on a pu générer. Dans la couche 1, on peut observer la formation de la brucite en gris. La calcite dans la couche 2 est représentée en vert. La couche 3, c'est la couche riche en thaumasite en olive. Et la couche 4, riche en gypse en blanc. Pour la couche 5, on voit les tringite en bleu. Et enfin, la couche 6, c'est le sel de Friedel en marron. Et on a la couche saine, là où il y a l'hydratation seulement. Alors, après avoir généré notre structure dégradée, il est temps de passer au calcul mécanique. Ici, on va calculer les propriétés mécaniques. Pour faire cela, on va utiliser un code élément fini, CASTEM. Dans ce code, on va définir la microstructure dégradée et les propriétés mécaniques des phases. Les propriétés mécaniques des phases ont été issues de plusieurs références de la littérature et ils sont résumés dans les travaux de Rardan. Dans cette étude, on a ajouté 2 phases qui sont la brucite et la thaumasite pour prendre en compte l'attaque de l'eau de mer. Puis, on va déterminer la résistance de notre structure, que ce soit pâte ou bien mortier. Ici, on va adopter un modèle d'endommagement qui est développé par Fichamp et on va bien sûr définir les conditions aux limites. Pour faire cela, on va considérer une côté qui est fixe et une autre côté où on applique un déplacement incrémentiel. Et voici la formule de la résistance à calculer. Ce modèle est original et il est construit sur l'hypothèse que les propriétés de phase sont intrinsèques, alors pas de calibration a été faite. Et ce modèle a été validé, comme on voit dans cette figure, par les expériences. Donc, pour voir la variation du module Young en fonction du temps des différentes couches, je vais commencer par la couche saine. Puis, on a la couche 1 qui est riche en brucite. Cette couche, elle agit comme couche protectrice, mais son module Young reste similaire à celui de la couche saine. Pour la couche 2 riche en calcite, cette couche augmente la rigidité. Elle ferme la porosité en surface et réduit les échanges ioniques. La couche 3 riche en thaumasite, en effet, cette couche représente une consommation des CSH, donc ça enregistre le plus petit module Young. La couche 4, riche en gypse, augmente ce module Young. La couche 5, elle est décrite comme expansive vu qu'on a la formation des tringites. Et la couche 6, la formation de sel de Friedel. Ces 2 couches représentent un module Young similaire à celui de la couche saine. On va passer maintenant à regarder la variation du coefficient de Poisson pour les différentes couches. Alors, on peut observer ici que la réaction chimique, c'est-à-dire l'action de l'eau de mer, va diminuer le coefficient de Poisson de toutes les couches. Sauf pour la couche 3, là où on a la consommation de CSH, cette couche a enregistré le plus grand coefficient de Poisson. Alors, on a bien compris l'effet de chaque ion sur chacune des couches. Donc, on va passer maintenant à coupler, à assembler ces couches ensemble. Et on va comparer 2 structures. Une structure qui est saine et une structure qui est attaquée. Donc, une structure multicouche. Donc, au niveau du module Young, on ne remarque pas une grande différence entre la couche attaquée et celle qui est saine. Mais si on compare le coefficient de Poisson pour les structures saines et attaquées, on remarque que le coefficient de Poisson est inférieur pour une structure qui est attaquée à l'eau de mer à comparer à une structure saine. Alors, pour conclure, l'étude se base sur des données d'entrée de la partie microscopique. Donc, on a commencé par les phases de la matrice cimentaire. Et ce couplage mécanique-chimique existe, donc il doit bien être détaillé. Et l'effet de chaque ion doit être pris en compte dans l'évaluation mécanique de ces structures offshore. Enfin, le comportement global de la structure dépend essentiellement sur les phases modifiées et qui sont présentes dans la structure à cet instant. Au niveau de la perspective, cette étude multi-échelle va permettre le passage de la pâte cimentaire au mortier, tout en considérant une pâte homogène avec des propriétés de sable, et par suite va permettre le passage au niveau du béton, tout en considérant un mortier homogène avec les propriétés des granulats. Un couplage entre feuillage attaque eau de mer est en cours de réalisation. Et notre but est de concevoir un béton avec une pâte de ciment qui peut être modifiée chimiquement avec une grande partie de produits résistants. Enfin, notre but ultime est d'avoir un modèle général qui couple tous les phénomènes auxquels les structures offshore sont soumises. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on peut passer à… On a un petit peu de temps pour les questions, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas.
à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole pour pouvoir poser des questions. Alors, je vois qu'il y a une première question. De Monsieur Kelidj. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une petite question concernant le calcul que vous faites. Vous faites un calcul chaîné, c'est-à-dire vous dégradez et puis vous faites un calcul par la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous croyez que c'est la même chose que si je charge et je dégrade après? Est-ce que les couplages se font de la même façon ou non? C'est une question, hein, je ne connais pas la réponse. Oui, en effet, faire un chargement puis dégradé, bien sûr, est différent que dégrader puis charger, vu que les phases chimiques qui sont présentes dans la structure sont différentes à ce niveau-là. Donc, moi, quand je dégrade, j'ai des phases qui sont différentes que si seulement l'hydratation aura lieu. Par contre, quand je charge, c'est seulement la réaction d'hydratation qui a lieu. Donc, les phases sont différentes dans ces deux cas. D'accord. Deuxième petite question, c'est par rapport, quelles sont les conditions de vos ouvrages? Est-ce que vos ouvrages sont plongés dans l'eau, saturés, non saturés, etc. Je ne sais pas les conditions, parce que si vous êtes plongé dans l'eau, c'est-à-dire les ouvrages complètement immergés, il y a des choses que vous avez indiquées qui ne vont pas se produire. Je ne sais pas, moi, la carbonatation, par exemple, si je suis complètement saturé, elle ne risque pas de se produire. En effet, les structures sont complètement immergées, mais on a pu faire cette expérience au labo et on a pu voir la formation du calcite. Donc, c'est pour cela qu'on a intégré la carbonatation dans le modèle. C'est la deuxième couche du modèle. Oui, ben c'est une carbonatation qui s'est produite probablement à l'extérieur avant, quoi. Hein. Donc, si vous restez en saturé, je ne sais pas, sous le contrôle des collègues qui travaillent sur la carbonatation, je ne sais pas si elle peut se produire. Hein. En effet, c'est la réaction du CO2 qui est présente dans, ce sont les ions carbonates qui sont présents dans l'eau de mer qui réagissent. D'accord. Donc, ici, on a couplé tous les ions qui sont présents dans l'eau de mer. Ok, merci. 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 Et puis, on a une deuxième question de Monsieur Torrenti. Oui. Oui, bonjour, merci Marinelle. Moi, j'avais une question sur qu'est-ce que c'est la définition de votre module Young quand vous regardez l'assemblage, parce que la définition du module Young et du coefficient de Poisson sur des phases homogènes, je suis OK. Sur quelque chose qui se dégrade, fatalement, ça va dépendre de la taille de votre éprouvette, ça ne peut pas être quelque chose d'intrinsèque. Donc, qu'est-ce que c'est votre définition, comment ça évolue dans le temps, etc. En effet, sur le module Young, vu que notre modèle se base sur que les propriétés des phases sont intrinsèques, alors on a intégré dans le modèle le module Young de chacune des phases. Et selon les fractions volumiques, on a pu calculer par calcul élément fini ce module Young. Oui, mais vous voyez bien que ça dépend de la taille de votre éprouvette que vous mettez à dégrader dans l'eau, de l'échéance, parce que les couches vont progresser dans le temps, etc. quoi. Donc, votre module, je comprends, c'est un module mesuré sur une éprouvette à un temps donné. Et du coup, il faut donner ces informations quand vous donnez l'évolution du module, en fait. Oui, c'est ça. En effet, chaque point de la courbe, elle provient d'un âge de la structure. Donc, chaque point, c'est un calcul tout seul. Oui, et dépend aussi de la taille de votre éprouvette. Oui, en effet, c'est un calcul qui a été fait sur 100 micromètres cubes. Donc, j'avais indiqué ça aussi dans la partie méthodologie. Parce que peut-être si vous prenez une structure qui fait 1 mètre d'épaisseur, par exemple, vous n'allez rien voir comme variation ou très, très faible. Quoi. Donc, il y a un effet d'échelle très, très important là, en fait. Oui, on a travaillé sur un volume qui est représentatif. On a essayé de comparer les fractions volumiques qui sont présentes dans ce volume qu'on a choisi de 100 micromètres et de ce qu'on trouve dans un volume cubique. On a réussi à avoir un bon compromis dans les résultats. Mais bien sûr, ça reste à vérifier si on travaille sur des grandes échelles.
Merci. Merci. Merci Jean-Michel. Alors peut-être pour finir, moi j'avais une petite question qui est sur la répartition des phases que vous avez, puisqu'en fait la répartition des phases, vous la modélisez. Et je voulais savoir s'il y avait un moyen expérimental de vérifier que la répartition des phases que vous avez est la bonne. La répartition, c'est-à-dire aussi la fraction volumique des phases. Exactement, oui. En effet, sur CMPP, cette plateforme d'hydratation, on peut définir la composition du ciment. Donc, numériquement, CMPP peut nous donner par hydratation qu'est-ce qu'on peut trouver comme phase et les fractions volumiques présentes dans cette structure qui est hydratée. Et ici, on a rajouté les réactions chimiques. Donc, manuellement, à l'aide de CMPP, on a modifié les phases. On a modifié des phases réactives et on les a transformées en phases produites par la réaction chimique. Oui, d'accord, mais est-ce que après, à la fin, vous avez un moyen de vérifier expérimentalement que ce que vous avez rajouté en termes de proportion est cohérent? Oui, on a immergé des structures dans une eau de mer au labo et on va valider ce modèle par l'expérience. Mais il faut noter ici une petite chose, que pour les remplacements de phases, ici, on a adopté 100% pour ces résultats. Donc, on a tout consommé dans la couche. Donc, tous les réactifs se sont consommés pour former les produits. D'accord. Et peut-être j'avais une dernière question, puisqu'on a un tout petit peu de temps encore, sauf s'il y a une question dans l'assistance, mais je n'en vois pas. C'est sur le modèle mécanique que vous utilisez, parce que le modèle mécanique de Fichant, c'est un modèle qui au départ avait été développé pour les bétons. Et là, vous l'utilisez finalement à une échelle plus petite, à l'échelle de la pâte de ciment. Et donc, est-ce que vous avez modifié des choses dessus, ou est-ce que vous utilisez des paramètres un peu spécifiques pour être représentatif de la pâte de ciment plutôt que des bétons? On a un peu défini des choses dans le modèle. On a intégré les propriétés des phases qui sont résumées dans ce tableau. Et on a essayé de faire plusieurs calculs pour vérifier. En effet, cette vérification est d'une étude qui a été menée par Rardan et il a pu vérifier que ce modèle est validé par des résultats qu'on a trouvés de l'expérience de la littérature. Mais dans les paramètres que vous avez là, si j'ai bien vu, vous avez que les paramètres élastiques. Oui, c'est vrai, car Voilà. moi… Donc pour chacune des phases, le paramètre élastique change, mais par contre, les paramètres post-pic, ils sont les mêmes pour toutes les phases. En effet, on a défini, par exemple, pour des paramètres post-pic, l'énergie de fissuration qui est calculée pour chacune des phases. On a défini la dureté, mais je n'ai pas présenté tous dans ce tableau car je me suis concentrée sur les résultats du module Young et coefficient de Poisson. Mais si on a défini ces valeurs comme données d'entrée au modèle. D'accord. Eh bien, parfait. Je vous remercie encore. Et puis, je pense qu'on peut passer à la présentation suivante sur les bétons drainants. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, on voit votre écran. Par contre, on ne vous entend pas encore. Bonjour. On vous entend, c'est parti. Vous pouvez y aller. Donc, vous avez entre 10 et 12 minutes. Et puis, c'est pareil, je rallumerai ma caméra au bout de 10 minutes. D'accord, merci. Bonjour à tous, je suis Khaled Seyfiddine, doctorant à l'Institut Pascal en deuxième année de thèse, sous la direction des professeurs Sofiane Amiziane et Evelyne Toussaint. Et aujourd'hui, je veux vous parler des propriétés mécaniques des bétons drainants. Tout d'abord, je vais présenter la problématique de la gestion des eaux pluviales parce qu'avec l'augmentation de l'urbanisation et des chaussées imperméables, tout ça rend la gestion des eaux pluviales vitale. C'est pour cela qu'on utilise de plus en plus les revêtements perméables. Et le béton drainant, ça fait partie des revêtements perméables les plus utilisés, qui se caractérisent par une structure poreuse qui permet à l'eau de s'infiltrer à travers de sa structure. Ce type de revêtement, qui est le béton drainant, était largement étudié dans la littérature concernant ses propriétés mécaniques, ses propriétés hydrauliques et aussi sa durabilité.
On peut utiliser le béton drainant dans les chaussées à faible trafic, dans les zones de stationnement, les pistes cyclables, les terrains de sport, les cours de tennis, etc. Mais son utilisation jusqu'à aujourd'hui est limitée en chaussées à faible trafic. Voici une vidéo qui montre comment les chaussées imperméables ne laissent pas l'eau s'infiltrer, comme le béton drainant. Mais par contre, on peut voir comment l'eau peut passer facilement au travers le béton drainant. Il y a aussi la problématique des îlots de chaleur urbains, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'il y a un potentiel de réduire les effets du lot de chaleur urbain via le refroidissement par évaporation qui se passe à l'intérieur des revêtements perméables. C'est quoi l'îlot de chaleur urbain? Il est défini comme une zone urbaine, comme on voit ici sur la photo, qui a une température significativement plus élevée que celle des zones rurales ou suburbaines environnantes. Il y a plusieurs causes pour l'îlot de chaleur urbain. Ça peut être lié à l'utilisation fréquente des chaussées sombres, de l'asphalte et du béton. Il est dû aussi à l'imperméabilisation du sol, à l'augmentation d'émissions de chaleur anthropique. Mais comme les chaussées représentent une grande surface des villes, donc c'était l'idée peut-être d'utiliser les revêtements perméables pour atténuer l'effet de la chaleur urbaine. C'est une solution peut-être intéressante. L'objectif principal de ma thèse, c'est d'étudier l'effet rafraîchissant du béton drainant et étudier les facteurs qui influent sur l'effet rafraîchissant dans ce type de revêtement via une étude numérique et analytique et après une validation expérimentale. Mais tout d'abord, c'était important de faire un travail de synthèse sur les propriétés mécaniques et aussi les propriétés hydrauliques pour comprendre les facteurs qui influent sur ces propriétés et qui peuvent aussi influencer sur les propriétés thermiques. Donc, c'est quoi le béton drainant? C'est un matériau composite qui a les mêmes compositions que celle du béton ordinaire. Ici, c'est un exemple de dosage du béton drainant. On voit que la composition, c'est de l'eau, du ciment et des agrégats. En général, il y a quasi-absence des agrégats fins tels que le sable dans le mélange de béton drainant. Pourquoi? Pour créer les vides entre les grands granulats et pour laisser l'eau s'infiltrer à l'intérieur du corps du béton drainant. Certaines études montrent qu'une utilisation de certaines quantités de sable qui est au maximum limitée à 7% par rapport à la masse des granulats, elle est importante pour améliorer la résistance mécanique et aussi pour améliorer sa durabilité vis-à-vis la gestion, vis-à-vis les risques de gel-dégel. En dessous, on voit la courbe granulométrique des granulats qu'on peut utiliser dans le béton ordinaire. Ici, par exemple, en jaune, on voit le sable et le gravier. On essaye en général d'étaler au maximum le courbe granulométrique de ce type de béton. Pourquoi? Pour avoir un maximum de compacité et bien évidemment réduire les tailles des vides et augmenter la résistance mécanique. Par contre, pour le béton drainant, en général, on utilise du gravier grossière, on n'utilise pas des agrégats fins. Et la granulométrie, elle est une dispersion monodisperse pour toujours garder cette porosité et pour ne pas combler les vides à l'intérieur des particules. Concernant le rapport eau sur ciment, il est un facteur très important dans la fabrication du béton drainant. Il est en général, il varie entre 0,25 et 0,4. En général, le test d'affaissement, il est quasiment nul concernant le test du compte d'Abraham. Pour avoir cette maniabilité. Concernant la porosité du béton drainant, il faut savoir que c'est un paramètre très important qui contrôle ses propriétés hydrauliques et ses propriétés mécaniques. En général, il y a deux types de pores et de porosité dans le béton drainant. On voit ici les pores macroscopiques et les pores microscopiques qui sont en général les pores capillaires à l'intérieur de la pâte cimentaire. Concernant la première catégorie qui sont les pores macroscopiques, on a les pores interconnectés qui sont les responsables du fonctionnement hydraulique qui laissent l'eau s'infiltrer à l'intérieur du sol. On a les pores ouverts qui sont aveugles, donc qui sont déjà connectés seulement par une seule voie. Et on a les pores isolés qui ne participent pas, bien sûr, à l'infiltration de l'eau. La porosité du béton drainant, la porosité ouverte du béton drainant est en général comprise entre 15 jusqu'à 35%, parce qu'il y a des études qui montrent qu'en dessous de 15%, le béton drainant développe des performances hydrauliques très faibles.
Concernant sa porosité totale, comme on voit ici sur ce tableau, elle est comprise entre 15 à 40%, ce qui est largement supérieur par rapport à autres types du béton, tels que le béton ordinaire, le béton haute performance ou très haute performance, et aussi le béton fibré. Concernant la résistance à la compression du béton drainant, tout d'abord, on sait bien que la porosité, c'est le volume du vide sur le volume total, ce qui est contraire de la compacité. Lorsque le volume de vide va augmenter, la porosité aussi va augmenter et bien évidemment, la compacité va diminuer. Et donc, la masse volumique va diminuer. Et tout dépend de la masse volumique. Quand la masse volumique va diminuer, bien évidemment, la résistance mécanique aussi va diminuer. Donc, c'était important d'étudier l'effet de la porosité sur la résistance mécanique. Ici, on voit la courbe, la relation entre la résistance mécanique à la compression du béton drainant en fonction de la porosité ouverte. Ces données, ce sont des données déjà présentes dans la littérature qui ont effectué des travaux similaires sur le béton drainant classique à base de granulats naturels et le liant, c'est le liant cimentaire. On voit bien une évolution exponentielle. La résistance à la compression diminue de façon exponentielle avec l'augmentation de la porosité ouverte. Et aussi dans les mêmes études, par exemple, cette étude, on voit qu'on peut avoir une résistance à la compression totalement différente pour quasiment la même porosité, ce qui indique qu'il existe des facteurs supplémentaires autres que la porosité qui influent sur la résistance à la compression. Il faut savoir aussi que pour une utilisation structurelle comme chaussée à faible trafic, la résistance à la compression minimale recommandée est égale à 17 mégapascales. Donc, nous avons effectué des recherches supplémentaires pour trouver les autres facteurs qui influent sur cette résistance mécanique. Par exemple, ici, on voit l'influence de la taille des agrégats. Les études choisies, dans ces études, il y avait juste la taille d'agrégat qui est le seul variable qui change entre chaque échantillon et le rapport eau sur ciment et agrégat sur ciment, il était constante. On voit bien que la résistance à la compression diminue en fonction lorsque la taille des agrégats augmente. Aussi pour des études qui ont des échantillons ayant le même taux de porosité avec des tailles de granulats qui augmentent, on voit bien aussi la diminution de la résistance à la compression, ce qui indique aussi que la porosité toute seule n'est pas suffisante pour prédire avec précision cette propriété. Concernant la taille, concernant l'influence du rapport eau sur ciment, c'est un facteur essentiel qui contrôle la résistance à la compression. Dans certaines études, on trouve que lorsque ce rapport augmente, la résistance à la compression va diminuer. D'autres études, ils ont trouvé que la résistance maximale à la compression du béton drainant, on peut l'atteindre avec un rapport eau sur ciment optimal. Pourquoi? Parce qu'un faible rapport eau sur ciment va rendre la pâte cimentaire sec et il n'y aura pas suffisamment d'eau pour hydrater la pâte cimentaire, ce qui va diminuer la résistance mécanique. Mais au contraire, quand la quantité d'eau va être très élevée, cela va causer, donc la pâte cimentaire va être très fluide, ce qui va causer la ségrégation de la pâte cimentaire, de sa dépôt dans la couche inférieure du béton et donc qui va aussi influencer sur la résistance mécanique. Et troisièmement, concernant le rapport agrégat sur ciment, les études donc il existe des études qui ont traité l'influence de ce facteur. Lorsque ce rapport augmente, on trouve que la résistance à la compression, elle diminue. Pourquoi? Parce que quand le rapport agrégat sur ciment augmente, donc il y aura moins de pâte cimentaire pour lier les agrégats les unes aux autres. Et la résistance et l'épaisseur de la pâte cimentaire, elle est très importante pour le béton drainant pour assurer sa résistance. Il y a une autre étude récente ici qui montre que aussi un très faible rapport agrégat sur ciment peut aussi influencer négativement sur la résistance mécanique parce que l'augmentation de la quantité du ciment peut engendrer une chaleur d'hydratation très forte à l'intérieur de la composition du béton drainant qui va causer des micro-fissures qui peuvent diminuer la résistance à la compression. Concernant la résistance à la traction du béton drainant, c'est un paramètre très important dans la conception des chaussées parce que les charges roulantes ils vont engendrer des efforts de traction à l'intérieur de la structure de la chaussée. Il y a beaucoup d'études dans la littérature qui ont déjà comparé et établi des modèles pour relier la résistance à la traction qui est en ordonnée et la résistance à la compression du béton ordinaire que nous avons ici établi en rouge. Mais dans la littérature, il n'y a pas assez d'études qui ont fait de même pour le béton drainant. Il existe juste quelques modèles que nous avons établis ici et on trouve que pour ces modèles, ils présentent des écarts très importants.
et les écarts deviennent très importants à partir de 10 mégapascales. Concernant la résistance à la flexion simple, aussi pour le béton ordinaire, il existe beaucoup des modèles qui relient ces deux propriétés, donc la résistance à la flexion et la résistance à la compression, avec absence des modèles qui prédisent la résistance à la flexion du béton drainant. Pardon. Donc, nous avons proposé un modèle, nous avons pris les résultats des études qui ont fait des travaux similaires sur le béton drainant classique. Nous avons proposé un modèle de forme de puissance pour prédire la résistance à la flexion, et nous avons trouvé que ce modèle il est quasiment confondu avec le modèle pour prédire la résistance à la flexion du béton ordinaire, avec un écart de 2% maximal. Donc, on peut déduire à partir de ce travail de synthèse que la porosité est un facteur très important qui contrôle la porosité, qui contrôle la résistance mécanique et la perméabilité. La densité, elle diminue d'une façon linéaire avec l'augmentation de la porosité ouverte. Par contre, la résistance mécanique, elle diminue de façon exponentielle. Les modèles de prédiction de la résistance à la traction sur le béton drainant présentent dans la littérature, présentent des écarts très importants pour prédire la résistance à la traction. Par contre, il y aura moins d'écart concernant la prédiction de la résistance à la flexion, et le modèle que nous avons proposé, il est quasiment confondu avec celle du béton ordinaire. Tous ces travaux que j'ai effectués sur le béton drainant et l'état de l'air, sur la partie mécanique et sur la partie hydraulique que je n'avais pas l'occasion de présenter aujourd'hui, m'a permis de comprendre les différentes propriétés, comment mesurer la perméabilité, comment mesurer la résistance mécanique, les facteurs qui influent sur ces deux propriétés. Donc, tout ça va constituer la base de mes études actuelles et mes prochains et les travaux futurs pour mesurer l'effet rafraîchissant du béton drainant. Pour cela, nous avons conçu un banc expérimental qui est juste derrière moi. Donc, ce banc expérimental, donc on trouve le bac expérimental dans lequel on va mettre la couche de base et le béton drainant. Ce banc expérimental, il est équipé par des capteurs de température pour mesurer la température dans la profondeur du chaussée, avec des capteurs de température optique pour mesurer la température de surface. Ce banc expérimental aussi, il est équipé par un périgeomètre et un péranomètre pour mesurer les différents flux radiatifs à ondes courtes et à ondes longues, donc les ondes infrarouges. Et aussi, nous avons un balance électrique juste au-dessus du bac. Pourquoi? Pour mesurer l'évolution de la masse d'eau évaporée et pour établir un bilan massique. Donc, l'objectif de tout ça, c'est pour, à la fin, étudier les facteurs qui influent sur l'effet rafraîchissant et d'étudier l'influence de ces facteurs aussi sur les résistances mécaniques et sur la perméabilité pour, à la fin, concevoir des chaussées qui ont des bonnes performances mécaniques, des bonnes performances hydrauliques et en même temps qui ont un effet rafraîchissant. Et merci pour votre attention. Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, on peut passer à la séance de questions, et en attendant qu'il y ait des questions dans les spectateurs, il y a déjà une question sur le chat qui a été posée. La question était de savoir quel type de ciment était utilisé dans la formulation de ces bétons. Est-ce que c'est des ciments classiques ou c'est des ciments un peu particuliers? En fait, on peut utiliser plusieurs types de ciment. C'est exactement le même type de ciment utilisé en béton ordinaire, qui est le ciment Portland, CEM 1, 2, 3. Et aussi, on peut utiliser les éco-ciments. D'accord. Très bien. Ensuite, je vois qu'il y a une question de Monsieur Cellier. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation, très intéressante. Bonjour. En fait, j'avais une question principale et puis quelques petites remarques. Je vais commencer par les remarques, en fait. Vous avez dit que le sable avait été rajouté jusqu'à 7% dans certains cas pour améliorer la résistance au gel. Pourtant, oui. Le sable diminue finalement la porosité du système, donc on pourrait penser que ça a plutôt l'effet inverse. Donc, est-ce qu'il y a une explication à ça? Oui, en fait, lorsqu'on ajoute la quantité de sable, ça peut améliorer bien évidemment la résistance mécanique parce qu'on augmente la densité du béton. Mais nous avons limité, donc les études nous ont limité à 7%. En fait, il y avait une étude récente qui ont ajouté des quantités de sable qui varient de 2% jusqu'à 10%. Ils ont trouvé que le pic de résistance à la compression, le pic de la résistance au gel-dégel, elle était
On peut l'atteindre avec 7% Il y a un optimum entre la porosité et puis la résistance. C'est ça. En fait, l'ajout de sable aussi, il peut diminuer la résistance, pas la résistance, il peut augmenter la résistance mécanique, mais aussi diminuer la perméabilité. Il faut faire attention que pour la perméabilité, il y a certains seuils. C'est-à-dire, c'est mieux d'ajouter du sable, on peut améliorer la résistance mécanique, mais il ne faut pas diminuer fortement la perméabilité. J'avais une deuxième remarque, excusez-moi, en fait, parce que comme le temps passe vite, je vais me dépêcher de les poser toutes. La deuxième, en fait, je ne sais pas si c'est une erreur de votre part ou si c'est vraiment ça que vous vouliez dire. Vous avez dit que lorsque la porosité était inférieure à 15%, il y avait un problème d'hydratation. Non, le problème d'hydratation, c'est lorsque le rapport eau sur ciment est très faible. D'accord, donc ce n'est pas la porosité. Oui, quand c'est inférieur à 15%, la porosité ouverte, il y a des performances hydrauliques très faibles, c'est-à-dire inférieures à 1 mm par seconde. D'accord. Après, j'avais Ouais, merci, j'ai bien compris la réponse. Ma dernière remarque, en fait, c'était plutôt de l'ordre de l'utilisation en fait, de ce béton. Parce qu'au final, vous dites que, bon, il y a le côté drainant, effectivement, qui est un problème hydraulique et environnemental. Donc, okay. Et après, il y a le fait, en fait, que l'eau puisse se réévaporer pour rafraîchir. Sauf que ces deux aspects-là, ils sont liés finalement au squelette granulaire qui est finalement très grossier. Et en général, un squelette granulaire de ce type-là, ça conduit à un inconvénient pour les zones urbaines qui est l'acoustique. Je voulais savoir en fait si ces bétons-là, ils n'ont pas un problème d'utilisation en zone urbaine à cause de leur acoustique. Bon, en fait, ce type de béton, il favorise l'absorption acoustique. Donc, on considère que son utilisation, c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour l'utilisation dans les milieux urbains. Les bruits de roulement sur les oui, routes. C'est ça. Parce qu'en fait, une surface lisse, elle laisse les ondes sonores se propager et se réfléchir tout de suite. Mais avec les revêtements perméables, on a une surface rugueuse et donc les ondes sonores ne peuvent pas se propager et se réfléchir tout de suite de la surface du chaussée. Et donc, ils jouent un rôle comme un mur anti-bruit et donc un rôle d'absorption sonore. Est-ce que c'est mesuré, ça? Parce qu'il y a l'absorption, mais il y a aussi l'émission. Oui, mais il y avait des études qui ont étudié l'absorption acoustique des revêtements drainants. Ok, merci. Très bien. Merci Alain pour toutes ces questions et merci pour les réponses. Alors, il y avait une toute petite question, j'en profite qu'on a encore une petite minute avant la fin. Sur finalement la caractérisation de ces bétons-là en couche de chaussée, est-ce qu'il y a des essais de freinage qui sont faits? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la compression qui est intéressante dans ces bétons-là. Est-ce qu'il y a d'autres types d'essais qui sont faits pour étudier un petit peu l'usure ou finalement quand il y a des freinages d'urgence sur ces bétons-là et comment ça se place, enfin comment ces bétons-là peuvent être comparés à des couches, on va dire, de chaussée plus classiques? En fait, la durabilité du béton drainant aussi, elle a été étudiée dans la littérature. Et concernant votre question, il y a l'essai de l'abraison qui a été fait aussi sur ce type de béton. Il y avait le problème d'arrachement granulaire de la surface de la chaussée. Mais on considère qu'on peut améliorer la résistance à l'abraison de ce type de revêtement en augmentant la résistance mécanique et donc en augmentant la liaison entre les granulats via la pâte cimentaire. Très bien. Et alors peut-être une toute dernière question de M. Gotland, si elle est courte, comme ça on peut finir sur cette présentation-là. Oui, merci. Alors bon, j'aurais pas mal de commentaires à faire par rapport à l'étude, mais juste une petite recommandation. Je vous encourage vivement à vous rapprocher des organismes professionnels, en particulier donc, qui ont émis il y a des règles de dimensionnement de ces chaussées poreuses en particulier, et donc il serait quand même bon de rapprocher l'étude par rapport à l'existant. Et puis un complément juste par rapport à la remarque de M. Sellier. Je confirme qu'en fait, les bruits d'émission par la couche de roulement sont largement supérieurs aux bruits d'absorption de ces matériaux en revêtement de base. Par contre, si on utilise des bétons poreux, généralement à porosité fermée, sur des parements plutôt inclinés, il y a de l'absorption qui se fait et on peut utiliser ces matériaux-là pour de l'absorption. Okay, merci. Voilà.
Bon, étude très intéressante qui peut intéresser largement la profession, en particulier sur les perspectives futurs travaux. Merci. Merci. Et donc, je vous propose de passer à la présentation suivante sur toujours un peu dans ces aspects de durabilité, sur cette fois-ci l'influence d'ajout de polymères sur les matrices, enfin, sur la durabilité des matrices cimentaires. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne vois pas encore votre présentation. Peut-être ça va venir. Ouais, juste. Voilà, là c'est parfait, on la voit. Et donc, c'est parti. Vous avez comme les autres 10 minutes, enfin 12 minutes. Et au bout de 10 minutes, je rallume ma caméra. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aïnémé, doctorant en 2e année à l'Université de La Rochelle. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre travail intitulé « L'influence de l'ajout de géopolymères sur les indicateurs de durabilité des matériaux cimentaires ». Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement, l'ASI, à l'Université de La Rochelle, et sous la direction de M. Karim Ait Mokhtar et M. Amr Amami. Le contexte général de notre travail est la durabilité des ouvrages en béton armé contenant des additions minérales. En effet, l'utilisation des additions minérales, telles que le fumier de silice et le cendre volant, comme additifs du ciment, a déjà prouvé son efficacité pour améliorer certaines propriétés du béton. Au cours des dernières années, l'utilisation du géopolymère, le métakaolin, a suscité de plus en plus l'intérêt. Premièrement, il répond à des préoccupations environnementales. Donc, contrairement au ciment, le métakaolin résulte de la calcination d'une argile, qui est la kaolinite, un processus qui ne dégage pas de CO2. Et deuxièmement, il réduit le coût énergétique. Donc, la température de la calcination de la kaolinite est entre 600 et 850 degrés Celsius, alors que celle de la production du clinker est de 1450 degrés Celsius. Troisièmement, le métakaolin n'est pas un sous-produit industriel, et donc comme ça, il répond à la diminution de la capacité d'approvisionnement en cendres volantes et en fumier de silice. Donc, dans ce contexte, nous avons décidé de fixer certains objectifs de notre travail. Donc, premièrement, étudier l'influence de l'ajout du métakaolin sur la microstructure et sur les propriétés de transfert des matériaux cimentaires, notamment la diffusion des ions chlorure. Plus, et lors de la diffusion des ions chlorure, ces derniers peuvent interagir chimiquement avec les hydrates ou avec le ciment anhydre, et encore physiquement dans les couches de CSH. Ces phénomènes peuvent engendrer donc la précipitation des nouveaux composés, tels que le sel de Friedel ou le sel de Cusel. Et donc, notre deuxième objectif de notre travail est d'identifier les éventuelles interactions entre ces chlorures et la microstructure des matériaux en utilisant du métakaolin. Donc, maintenant, je vais vous présenter le travail expérimental qui a été élaboré. Donc, pour notre travail, un CEM1, ciment Portland, et un métakaolin RJCM ont été utilisés pour cette étude. Leur composition chimique est présentée dans le tableau suivant. Donc, pour les matériaux d'étudier, ce sont des pâtes de ciment. Donc, 2 pâtes cimentaires ont été confectionnées. Une pâte de référence nommée REF est constituée principalement du CEM1. Une autre pâte MK20 est fabriquée en substituant 20% de la masse du ciment par du métakaolin. Pour les 2 pâtes de ciment étudiées, l'eau distillée a été utilisée avec un rapport oscillant 0,5. Les 2 pâtes de ciment confectionnées ont été conservées dans une solution alcaline à base de NaOH et KOH pour éviter le phénomène de lixiviation. Maintenant, et dans le but de déterminer les différentes phases hydratées, une analyse thermogravimétrique a été réalisée sur des échantillons des 2 pâtes de ciment. Donc, ce graphique représente l'évolution du poids de l'échantillon, courbe TG, ainsi que la dérivée de la perte de masse, courbe DTG, en fonction de la température de l'échantillon. Les résultats montrent que la teneur en FM est repérée aux alentours de 200 degrés Celsius par un pic sur la courbe DTG et plus importante pour la pâte métakaolin que pour la pâte de référence. Ce résultat a été expliqué
par l'effet du métakaolin qui favorise la génération d'un plus grand nombre d'hydrates à base des aluminats. Donc, ensuite, la porosité à l'eau a été déterminée par un pesé hydrostatique selon le mode opératoire donné par la norme française 18450. Les résultats montrent que la porosité du MK20 est légèrement supérieure à celle de la pâte de référence. Cette augmentation est principalement attribuée aux produits d'hydratation du métakaolin 20, notamment les AF1, qui possèdent une forme cristalline ainsi qu'une morphologie plus régulière, mais aussi une surface spécifique plus faible que celle des gels de CSH. Maintenant, la distribution de la taille des pores a été déterminée suite à un essai combiné de porosimétrie par intrusion de mercure et absorption d'azote. Les résultats montrent qu'on a une distribution bimodale plus remarquable pour la pâte MK20 que pour la pâte de référence. L'ajout du métakaolin montre donc peu d'impact sur le volume de pores de gel avec un diamètre plus petit que 0,02 micromètres, mais engendre une augmentation significative de la quantité des pores de taille intermédiaire, de 0,02 à 0,05 micromètres. Par ailleurs, la distribution de la taille de pores montre une augmentation de la quantité des mésopores pour la pâte de référence avec un diamètre critique de 0,06 micromètres. La pâte MK20 montre une quantité moindre que celle de la pâte de référence dans cette gamme, mais avec un diamètre critique plus élevé de 0,12 micromètres. Ce résultat est donc en accord avec l'augmentation de la porosité totale du MK20 due à la teneur en AFM qui est plus élevée. Ensuite, le coefficient de diffusion effective a été déterminé suite à un essai de migration des ions chlorure. Cet essai est basé sur un dosage de l'évolution de la concentration des ions chlorure dans le compartiment aval. Donc, ensuite, le coefficient de diffusion effective des ions chlorure est déterminé en régime stationnaire. Le principe de l'essai est basé sur une solution basique de NaOH, KOH dans le compartiment amont et aval, avec un rajout de NaCl dans le compartiment amont. Le champ électrique appliqué est de 300 volts par mètre, d'après les travaux de la littérature. Donc, les résultats montrent que l'ajout de 20% du métakaolin réduit le coefficient de diffusion effective des ions chlorure. Ce résultat a été attribué à la distribution bimodale qu'on vient de la présenter précédemment, avec plus de pores de taille intermédiaire et moins de mésopores pour la pâte MK20. Mais aussi par l'effet du métakaolin qui favorise la formation d'un plus grand nombre d'hydrates à base des aluminates tels que le CaSH et les AFM, qui sont connus comme excellents sites de fixation des ions chlorure et ce qui engendre la précipitation des nouveaux produits tels que celle de Friedel et celle du Kiesel lors de la diffusion de ces ions chlorure dans la microstructure et modifie par la suite la microstructure. Donc, finalement, je termine par les principales conclusions de notre travail. Au début, les géopolymères étudiés, à savoir le métakaolin, favorisent la formation d'hydrates contenant des aluminates massifs tels que les AFM. Ce géopolymère a un effet moins positif sur la porosité globale qui augmente pour la pâte contenant du métakaolin, mais au même moment, le MK20 présente deux modes de pores avec des pores plus fins que celles de la pâte de référence et moins de mésopores. Finalement, l'ajout du métakaolin diminue la diffusivité du matériau vis-à-vis des chlorures par la production des sels de Friedel et de sels de Kiesel qui précipitent dans la porosité et modifient la microstructure. Et merci de votre attention. Merci de votre présentation. Alors, on va pouvoir passer à la séance, en tout cas aux questions s'il y a des questions. Pour l'instant, j'en vois pas, donc je vais... Ah bah si, voilà, il y en a une, donc je vais donner la parole à Monsieur Amiri pour pouvoir poser sa question. Oui, bonjour, Mohamed Wali. Bonjour. Je voulais juste, donc merci pour votre présentation qui est assez claire. Merci. En fait, je voulais quand même m'en assurer. Vous utilisez le nom de géopolymère. Est-ce que c'est pas mieux d'utiliser plutôt le mot substitution, puisque vous substituez le ciment par du métakaolin?
parce que le géopolymère, c'est vrai que tout le monde en parle en ce moment, et vous ne parlez pas d'activation, etc. Donc, je voulais quand même m'en assurer du vocabulaire que vous utilisez. Ouais, en fait, nous, on appelle géopolymer, c'est le métacarla parce que normalement, on a mis dans une pâte de ciment et donc il sera, si on va dire, activé par le ciment directement, donc qui est basique et contient beaucoup des alcalins, mais ce n'est pas activé chimiquement. Vous avez. D'accord, ok. Et Ouais. en fait, c'est très bien, vous confirmez un peu ce qu'on peut trouver dans la littérature sur l'effet du métacarla sur la diffusion d'ion chlorure. Donc là, vous expliquez par la distribution porale, c'est très bien. Est-ce que pour la capacité de fixation, vous l'avez mesuré, quantifié ou c'est en perspective? Parce que vous dites que c'est également, ce résultat peut s'expliquer par une fixation d'ion chlorure plus importante. Est-ce que vous avez fait ces mesures ou c'est en cours, c'est juste des interprétations? Ouais. En fait, pour l'instant, on était basé sur les travaux de littérature qui étaient riches en isothermes de fixation des ions chlorure par le métaclore, mais encore, dans notre perspective, là, on va commencer à faire des essais encore de fixation des isothermes d'interaction des ions chlorure pour vérifier encore ça dans notre travail. Mais en plus, encore, on va travailler sur l'évolution encore de la porosité après après l'essai de migration pour vérifier qu'on a vraiment de changement de la microstructure peut-être après. D'accord. Et les perspectives, vous êtes en deuxième année de thèse, c'est ça, ou première année? C'est ça, en deuxième année, exactement. Et donc, c'est quoi après les perspectives de votre travail par la suite? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Oui, par la suite, dans notre travail, donc là, on va continuer encore, on pense à étudier les effets physiques encore, les interactions physiques dans le matériau, donc en se basant sur des mesures de potentiel zeta et l'effet de la double couche électrique encore sur la diffusion des ions chlorure. En plus, lorsqu'on a des bases expérimentales, on va alimenter un modèle en utilisant toutes ces travaux, donc les interactions chimiques, interactions physiques, alimentant un modèle assez complet pour la prédiction de la durée de vie des ouvrages en béton. Ok. Très bien, merci. Merci à vous. Merci. Je vois qu'il y a une question de Monsieur Cellier. Ouais. Merci Mathieu. Merci Bonjour. Ali pour la présentation. Contente de te revoir. Merci, merci beaucoup. En fait, j'avais une question qui concernait ton essai de caractérisation à la diffusion chlorure. Mm-hmm. Si j'ai bien compris, en fait, tu sembles dire que la baisse du coef de diffusion est explicable en grande partie justement par l'absorption ou la réactivité en fait, des chlorures avec les aluminates. D'accord? C'est ça que tu as dit? Ouais, en fait, c'est par la fixation par les aluminates et après la précipitation des nouveaux produits. Parce que c'est pas juste. C'est la modification donc, de la porosité induite finalement par les chlorures qui sont déjà rentrées, qui fait que le coef de diffusion baisse. Et finalement, il baisse une fois que les chlorures sont là. Exactement. Donc, dans la phase de, on va dire, avant le passage des ions chlorure vers l'autre côté, donc il y aura des interactions dans les matériaux et après, donc, des réactions. Or, ce qui m'inquiète un petit peu dans cette histoire, c'est qu'en général, quand on regarde la pénétration des ions chlorure, c'est par rapport au problème de la corrosion. Et en général, déjà, on n'est pas forcément en régime transitoire. Enfin, on n'est pas en régime établi, mais on est plutôt en régime transitoire. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt caractériser en fait, la diffusion des chlorures en régime transitoire? Parce que les premiers chlorures qui vont arriver sur les aciers en fait, vont les dépassiver et commencer en fait, le phénomène de corrosion. Donc, du coup, là, on est en quelque sorte trompé par le fait que les chlorures ont déjà fait baisser la porosité au moment où on mesure dans l'essai permanent. Donc, du coup, je pense qu'il serait plus objectif de mesurer un régime transitoire dans la mesure où on ne mesure pas la diffusion des chlorures pour eux-mêmes, on mesure en fait finalement la pénétration des chlorures vis-à-vis de leur effet sur les aciers. Est-ce que tu comprends ma question?
Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, notre objectif final, c'est de calculer le coefficient de diffusion chlorure. C'était pour cet essai. En fait, on remarque la baisse du coefficient de diffusion. Donc, ce baisse a été donc après analysé ou attribué à cette précipitation des ions chlorure en régime transitoire. Mais en fait, oui, cette explication encore sera mieux peut-être après, oui, d'étudier en régime transitoire pour vérifier bien cette. Je pense que ça sera nécessaire parce qu'autrement, en fait, on va avoir un doute Mhm. sur l'objectivité de l'essai vis-à-vis de la protection des aciers, qui est quand même Ouais. un des points faibles, je dirais, de cet ajout. D'accord, j'ai compris votre idée aussi. J'irais même plus loin en disant que si on se réfère à la présentation de Don Ventura de ce matin, en fait, on peut avoir l'impression que l'ajout du métakaolin est bénéfique parce que finalement, il remplace une partie du ciment et enlève une partie finalement de son impact CO2. Et si de notre côté, il fait baisser la durabilité en fait, de l'ouvrage en accélérant la corrosion, notamment à cause du régime transitoire qui n'a pas été mesuré là, en fait, l'effet bénéfique peut être annulé par cette réduction de durabilité. Donc, peut-être qu'il faudrait regarder ça de plus près. Bon, voilà, c'était une remarque. Oui, je comprends. Merci pour la présentation, en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Peut-être, oui, si on va dire par un effet sur la diffusion des ions chlorure, peut-être il y aura un effet bénéfice sur la corrosion après, mais peut-être la modification de la microstructure va avoir un effet encore bénéfique sur d'autres phénomènes de transfert, par exemple si on va parler après de la carbonatation ou d'autres sortes. Ouais. Là aussi, les choses sont discutables. Ok. Merci pour ces questions et ces réponses. Alors peut-être pour justement rebondir un peu sur la remarque d'Alain, est-ce que justement avec le système que vous avez, il est possible d'étudier le régime stationnaire ou pas? Enfin, le régime transitoire ou pas? Est-ce que vous avez accès au régime transitoire? En fait, là, dans notre essai, on aura lors du dosage des ions chlorés, on commence à avoir peut-être un peu le passage, ou le premier passage des ions chlorés. Après, on aura un régime stationnaire, une courbe linéaire de flux des ions chlorures. Donc, en régime transitoire, on peut avoir juste le début passage des ions chlorures qui passe, mais même ça, si vous parlez de régime transitoire, donc dans le matériau, on ne peut pas avoir, sauf par des essais destructifs. Donc, on doit couper le matériau et après donc faire des dosages par AgN-O3 ou changement de couleur pour savoir. Oui, ou par des simulations numériques en faisant de l'analyse inverse, on doit pouvoir aussi remonter à cela. Ok, très bien. Eh ben, je vous remercie. Et puis je propose de passer donc à la présentation suivante. On est normalement pile dans les temps, donc tout va bien jusqu'ici. Merci beaucoup. On va passer du coup plutôt à l'échelle de la structure. J'aurais pas dû dire que tout allait bien. Puisque là, je ne sais pas qui c'est qui présente. Est-ce que Monsieur Wafa Abdallah est quelque part? C'est madame, oui. Madame, ok, très bien. Ah oui, parce que c'est pas le bon nom, c'est pour ça. Ok, très bien. Eh bien, donc on attend que vous partagiez votre présentation. Si vous pouvez rallumer votre caméra et puis partager votre écran.
Alors, s'il y a un petit souci technique, on peut peut-être intervertir la présentation. Oui, on peut faire ça. Si l'orateur suivant, qui est normalement Nadège Reboul, est prêt ou prête, effectivement, prête, on peut intervertir si ça ne pose pas de souci. Voilà, donc du coup, on passe pas du tout à l'échelle de la structure. On redescend à l'échelle du matériau et on ira à l'échelle de la structure tout à l'heure. Voilà, ben, c'est pareil, donc je vous laisse 10-12 minutes et puis voilà, je rallume la caméra vers la fin pour vous dire qu'effectivement, on arrive vers le bout. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup. Donc, le travail dont je vais vous parler s'intitule « Suivi par émission acoustique de l'endommagement des composites à matrice cimentaire ». C'est un travail que nous avons réalisé donc, au LMC2 avec la contribution de Mohamed Saidi, d'Aaron Gabor et moi-même, donc Nadège Reboul. Je vais rapidement vous présenter donc, le pourquoi et le comment de nos travaux, quelques résultats et puis nos envies pour la suite. Donc, nos recherches se portent sur les composites à matrice cimentaire, que je vais appeler TRC donc pour la suite de cette présentation, et qui allient généralement un mortier à granulométrie fine avec un textile qui est adapté à cette granulométrie. On leur porte un intérêt grandissant dans la mesure où ils ont montré leur efficacité pour le renforcement externe des structures, et notamment des maçonneries, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est ici. En fait, ces matériaux présentent un comportement multifissurant qui est intéressant puisqu'il leur confère des capacités de déformation et de dissipation qui peuvent être relativement intéressantes. Et il est d'usage de modéliser leur comportement par trois zones différentes. Donc, une première zone qui est élastique linéaire jusqu'à la formation d'une première fissure à l'intérieur de la matrice. Et si le transfert des forces se fait correctement entre le textile et la matrice, on a une zone multifissuration, on a une augmentation du nombre de fissures, jusqu'à atteindre une zone 3 où on n'a plus d'augmentation du nombre de fissures, mais un élargissement des fissures existantes. Et notre objectif au niveau du laboratoire à moyen long terme est d'analyser les potentialités d'émissions acoustiques pour évaluer le niveau de sollicitation d'un TRC. Et on commence dans un cadre relativement simple qui est celui d'un chargement de traction directe. Donc, il existe quelques travaux sur cette thématique et je tenterai, donc relativement récents, et je tenterai de situer nos résultats par rapport à ces travaux existants. Donc, dans notre étude, nous avons réalisé 3 éprouvettes avec une matrice cimentaire autoplaçante et un textile carbone pré-imprégné qui ont tous deux été caractérisés au niveau du laboratoire. Et nos 3 éprouvettes diffèrent par leur taux de renforcement puisqu'on a tantôt intégré une couche de textile, puis 2, puis 3. Au niveau de l'instrumentation que nous avons adoptée, elle est la suivante. Lors de la confection des éprouvettes, nous avons inséré une fibre optique de longueur 2 mètres qui serpente à l'intérieur de nos spécimens et qui est tantôt reliée donc à la matrice ou tantôt reliée au textile. Et ça nous permet d'avoir donc les déformations de la matrice et du textile. Un mouchetis a également été réalisé sur l'éprouvette qui nous permet d'accéder donc au champ de déplacement en surface de l'éprouvette et qui est intéressant notamment pour avoir les ouvertures de fissures. Donc ces 2 aspects ont fait l'objet de diverses publications par Mohamed et Aaron, donc je ne m'attarderai pas sur la méthodologie associée à ces technologies de mesure, on va dire. Et je vais m'intéresser spécifiquement aujourd'hui à l'émission acoustique, puisqu'on a également positionné sur ces éprouvettes des capteurs de type micro 80, donc 4 pour l'éprouvette à une couche de textile et 6 pour les 2 autres. On a eu l'occasion hier de voir le rappel quant à l'intérêt de l'émission acoustique et son suivi, l'objectif, c'est de suivre l'endommagement interne du composite lors de la sollicitation. Pour ce qui est de la sollicitation, justement, on a positionné l'éprouvette, on a sollicité l'éprouvette par l'intermédiaire de mors articulés et on a imposé un déplacement à une vitesse de 0,1 mm par minute. Au niveau de la méthodologie d'analyse des signaux que j'ai utilisée, j'ai récupéré les signaux bruts auxquels j'ai appliqué une décomposition en valeur singulière pour débruter le signal et j'ai ensuite effectué une décomposition modale empirique pour aller extraire l'IMF qui avait la contribution énergétique la plus importante. Et c'est sur la base de ce signal
que je suis venue calculer des descripteurs temporels, que sont le temps de montée, la durée, le nombre de coups et le nombre de coups au pic. Et j'ai obtenu le spectre fréquentiel sur lequel je suis venue calculer 6 nouveaux descripteurs fréquentiels. Donc le pic fréquentiel, le barycentre, le pic fréquentiel pondéré, qui est la racine carrée des deux paramètres précédents, et des puissances partielles qui sont définies sur les gammes de fréquences de 0 à 200, 200, 400 et au-delà de 400 kHz. Donc, pour chaque signal acoustique, on a donc une gamme de 10 descripteurs qui, si on regarde le dendrogramme suivant, qui est basé sur le coefficient de corrélation, on s'aperçoit qu'on a des descripteurs de signaux qui sont corrélés. C'est quoi ça? Non, moi, c'est 20 €, ça. D'où l'intérêt de procéder à une analyse en ça, c'est composants la chambre de Marseille, principales ça. pour décorréler ces grandeurs. La classe de Manet, c'est un L'intérêt fake. de tout ça, c'est de pouvoir procéder à une classification des signaux. Donc ça n'a pas encore été fait dans la littérature. Et donc d'essayer d'obtenir des familles de signaux qui ont des descripteurs qui sont en fonction de la similarité entre leurs descripteurs. Donc, dans l'algorithme qui est utilisé ici, qui est la méthode des K moyennes, la donnée du nombre de classes K est une donnée a priori. Donc, on a procédé par une démarche itérative avec le recours à des indicateurs de qualité pour trouver le nombre optimal de classes qu'il fallait utiliser pour chacun de nos composites. Et on obtient 3 classes de signaux pour le composite à une couche et 4 classes pour les composites à 2 et 3 couches. Donc voilà pour la méthodologie. Si je m'attarde désormais sur les résultats, on observe ici sur les courbes de contraintes déformation les zones de comportement, donc les 3 zones, sauf pour TRC1L où le taux de renforcement ne permet pas d'aller mobiliser la 3e zone. Et on voit des schémas de fissuration qui, comme c'était attendu, sont d'autant plus denses en fait que le taux de renforcement est important. Donc, si on se réfère à la littérature que j'ai évoquée tout à l'heure, il est généralement admis que les fissurations entraînent une chute fréquentielle des signaux recueillis. Et on a ici, dans la publication de Sonzoguri, on voit qu'avec des signaux recueillis dans les différentes zones, entre la zone de multifissuration et la zone de post-fissuration, on a effectivement une diminution de la fréquence moyenne. Donc nous, on a choisi de se focaliser sur les puissances partielles. Et si on regarde par exemple la puissance partielle 2, là en gris sur ces images, en fonction du temps, les lignes que vous avez ici correspondent en pointillé au moment des fissurations. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement qu'au moment des fissurations, on a des chutes fréquentielles avec un report sur la puissance partielle inférieure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diminution progressive en fait, de la puissance partielle tout au long, on va dire, de la zone de multifissuration. Et on a une relative stabilisation de la puissance partielle lors de la 3e zone, sauf à proximité de la rupture. Donc, on peut espérer, enfin, ces grandeurs, on va dire, sont prometteuses pour essayer de se positionner par rapport aux zones de comportement du TRC. Si je regarde ce que nous a donné la classification, donc sur ces graphiques, une couleur correspond à une classe et un symbole correspond à un signal acoustique. On se rend compte que la représentation dans les axes PP2 en fonction de WPF nous permettent de relativement bien séparer nos classes. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a des classes qui sont relativement similaires entre les différents composites, qui se séparent également relativement bien en fonction de WPF, le pic de fréquence pondéré. Donc, le travail suivant a été d'interpréter ces classes et d'essayer de les relier aux mécanismes d'endommagement connus à l'intérieur des TRC. Donc, la première chose, c'est dans la mesure où la classe 4 n'apparaît que pour les 2 composites ayant connu une zone de post-fissuration, l'idée a été de comparer l'activité acoustique avec celle que l'on pourrait avoir uniquement sur le textile. Et donc, on a procédé... J'attends que ça se mette très chaud. Donc, on a procédé, excusez-moi, à des essais sur un fil et on a enregistré l'activité acoustique. Donc, ici, on a réalisé 3 essais, ce qui explique les fuseaux que vous avez ici. Et on a les gammes de fréquences, donc de plus en plus foncées pour des fréquences de plus en plus importantes. Et si on compare, on calcule les contraintes comme si on avait le même nombre de fils qu'à l'intérieur des composites, on se rend compte que l'activité acoustique à l'intérieur du composite de la classe qui nous intéresse, la classe 4, démarre à des contraintes pour lesquelles on a effectivement sur le textile seul une activité acoustique à forte fréquence qui se développe.
Donc, on a procédé à peu près de la même manière pour la classe 1 qui se produit majoritairement au moment de la fissuration. Et on a effectivement réalisé des essais de flexion pour regarder que la gamme de fréquences dans laquelle on se situait était relativement plausible. La classe 3 a été associée à des frottements dans la mesure où on a des signaux qui ont des longs temps de montée et des fréquences relativement faibles et qui sont généralement attribués à des signaux de type frottement. Reste la classe 2 qui a été associée à l'endommagement de l'interface textile-matrice. L'idée est que quand une fissuration se crée à l'intérieur du TRC, on a une perte d'adhérence entre le textile et la matrice sur une longueur delta 0 de part et d'autre de la fissure créée. Et cette longueur de transfert pilote en fait le comportement dans la zone de multifissuration. Et donc, on va s'intéresser principalement à cette classe 2 pour la suite pour essayer de voir le lien avec cette longueur de transfert. Dans sa thèse, Mohamed Saïdi a montré qu'il était possible de mesurer grâce à la fibre optique la longueur de transfert. Et vous avez ici la longueur de transfert de la première fissure qui a été enregistrée dans la zone de la fibre optique. On s'aperçoit qu'on a une évolution quasi linéaire entre deux entre deux chutes de contraintes et que cette longueur de transfert ne se développe plus à partir du moment où on a recouvrement entre deux longueurs de transfert des deux fissures adjacentes. Donc, on a ça pour chacun en fait, des TRC testés. Et pour être dans des conditions comparables au niveau de l'émission acoustique, je suis venue m'intéresser aux signaux qui étaient recueillis par les deux capteurs de part et d'autre de la première fissure qui avait été enregistrée. Et j'ai tracé l'évolution de cumul d'amplitude des signaux associés à la classe 2. Et on s'aperçoit que l'émission acoustique peut nous donner un moyen d'accéder en fait, à la propagation de l'endommagement dans cette zone entre fissurations. Et notre volonté a donc été d'utiliser cette évolution des amplitudes pour essayer de remonter à la longueur de transfert de charge. Pour faire ça, on sait qu'on a un moyen d'estimer la longueur de transfert moyenne connaissant les espacements entre fissures par la formule que vous avez ici. Et donc, notre idée a été d'associer cette longueur de transfert à l'amplitude cumulée moyenne que l'on obtient avec l'émission acoustique. Et derrière, on a appliqué le facteur de correspondance sur toute la gamme des amplitudes qu'on avait mesurées. Donc, l'intérêt d'avoir une répartition de cette longueur de transfert est que cette longueur de transfert pilote un certain nombre de grandeurs et notamment l'ouverture de fissures, et on peut développer un modèle relativement simple, analytique, qui nous permet de relier la longueur de transfert à l'ouverture de fissures. Et si on applique ce modèle à la longueur de transfert que l'on a trouvé précédemment, on se rend compte qu'on arrive à avoir des évolutions relativement intéressantes des ouvertures de fissures au cours de la sollicitation. Donc, l'idée est donc je ne reviendrai pas sur toutes les conclusions, mais l'idée est surtout d'essayer de consolider ces résultats en élargissant la campagne expérimentale que l'on a menée, et notamment en essayant de travailler cette fois-ci sur des TRC avec des textiles peut-être dont le comportement est un petit peu plus complexe, et puis également d'essayer de voir si on arrive à avoir des résultats également intéressants lorsque le TRC est véritablement utilisé en tant que renfort sur une structure donnée. Merci de votre attention. Merci pour la présentation. Donc, on peut passer aux questions si jamais il y en a. J'en vois pas tout de suite, mais ça peut arriver. Alors, peut-être en attendant, on peut juste revenir sur la slide numéro 10. Moi, j'avais une petite question. Parce que je suis pas forcément un expert de tout ça, mais donc justement sur la classe numéro 3, vous disiez que c'était lié à des frottements, mais donc c'est lié au frottement qu'il y a entre la matrice et le textile. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ces classes numéro 3 elles sont liées à ces frottements-là? Et du coup, pourquoi elles n'interviennent pas dans les classes 2 ou ce que vous avez classé comme interface textile-matrice? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'abord la rupture de l'interface et ensuite le frottement de l'un sur l'autre? Et du coup, vous arrivez justement avec les classes 2 et les classes 3 à séparer ces deux phénomènes? Je ne peux pas identifier précisément à quel type de frottement en fait, est-ce que c'est lié. Il y a certainement une part une contribution
des différents types de frottements. Ce qui se passe, c'est que ces signaux avec des temps montés qui sont extrêmement longs, si on regarde le moment où ils se produisent majoritairement au moment de la fissuration et ils se produisent également dans la zone, ils se développent dans la zone de post-fissuration. Donc, ça peut être lié, ils peuvent être liés au textile également et ils peuvent être liés à ce qui se passe au moment de la fissuration. Il y a certainement une contribution du frottement qui est liée à également ce qui se passe au niveau de l'interface, mais je pense que tous ceux qui sont liés à la partie de frottement qui est aussi il y a une partie dans la classe 2, se trouve un mélange en fait de tous les mécanismes qui se produisent le long du développement de cette longueur de transfert. D'accord. Et donc, il n'y a pas, entre guillemets, d'essai possible, faire des essais de cisaillement pur pour justement identifier la classe 3 et ce qui est vraiment juste dû au frottement. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible de pouvoir faire des essais, entre guillemets, peut-être plus simples, moins structuraux, pour justement identifier à quelle classe correspondent chacun des phénomènes. C'est ce qu'on a essayé de faire au niveau de la déformation du textile et de la fissuration de la matrice. Oui. Après, ce qui se passe au niveau de l'interface, c'est quand même relativement complexe, et donc réussir à dissocier les différents mécanismes les uns par rapport aux autres, j'avoue que mais par exemple, en faisant, je sais pas si c'est possible, mais en faisant simplement un essai de type pull-out sur une fibre et la matrice, est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir les deux classes? Alors, on l'a fait, les choses se passaient... Ça a été fait. Je ne suis pas allée au bout de l'exploitation parce que les choses se passent tellement instantanément que j'ai un certain nombre de signaux et de réussir à identifier quels sont ceux qui sont passés au moment du pull-out ou après, c'est relativement compliqué. Très bien. Après, je vois que M. Cellier a aussi une question, donc je vous laisse la parole. Ouais. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur la formule en fait, dans laquelle on voit apparaître la longueur de transfert? Oui, ici. Merci. Ouais, donc ici, en fait, on voit l'équation, la caractéristique du transfert. Et en fait, dans cette équation-là, il y a un certain nombre de termes qui interviennent là, dans le lambda. Donc le lambda est la longueur de transfert, je crois. Ou en tout cas est proportionnel à la longueur de transfert. Et donc, du coup, dans cette formule-là, on voit un certain nombre de choses qui apparaissent. Donc, je suppose que AFEF est relatif à la fibre. Oui, textile. Et au numérateur, on a un certain nombre de caractéristiques. C'est quoi? Alors, c'est toujours caractéristique au fil. NY, c'est le nombre de fils que l'on va avoir à l'intérieur de notre composite. R, c'est le rayon du fil. Rho, c'est le rapport des sections entre l'aire du textile et l'aire de la matrice. Alpha, c'est le rapport des modules que l'on a. Et KB0, c'est la rigidité que l'on vient introduire en supposant une relation de linéarité entre la contrainte au niveau de l'adhérence textile-matrice et puis le déplacement relatif textile-matrice. Ouais, parce qu'en fait, on a rentré récemment dans Castem justement exactement cette équation, qui est une équation non locale en fait, de glissement. Et en fait, dans cette équation, vous l'expliquez très bien ici, il y a une relation linéaire entre taux et S, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement et le glissement. C'est le coefficient KB0. Mm-hmm. Donc en fait, dans ce coefficient, il suppose finalement que l'interface entre le renfort et la matrice est linéaire. Mm-hmm. Or, tout à l'heure, vous avez dit que la longueur de transfert, finalement, c'était une longueur décollée dans le dessin que vous avez montré juste avant. Donc, du coup, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de dire qu'il y a une relation linéaire et le fait que ça soit décollé? Alors, le fait que ce soit décollé, je pense que c'est pour représenter qu'il y a un endommagement qui se produit le long de cette longueur-là. Donc KB0, c'est un module endommagé. Alors. C'est ça. Pour moi, il y a un contact qui se fait, puisqu'on a bien on a un transfert des sports qui se fait également sur cette partie-là. Donc, on a une zone endommagée sur laquelle on a certainement un transfert qui se fait par frottement. Dans ce cas-là, en fait, je pense que même si
la première tentative d'essai de pull-out que vous avez fait en réponse en fait, à la question de Mathieu n'était pas en fait concluant. Normalement, en fait, le coefficient KB0 est effectivement mesurable par un pull-out. En fait, on peut prendre par exemple, alors nous on avait fait ça pour la relation acier-béton. Hein. On avait pris en fait le module séquent à la moitié en fait du pic de résistance. Et il se trouve que ça donnait des relations relativement bonnes en fait pour des ouvertures de fissures qui étaient comprises entre 0 et 500 micromètres. Et donc du coup, je pense qu'il existe peut-être une géométrie pour laquelle l'essai de pull-out est stable. Et en fait, si vous arrivez à définir cette géométrie justement, vous pouvez calculer KB0. Et là, en fait, vous avez accès finalement à tous les modèles non locaux qui permettent de modéliser ces aspects-là. Voilà. Merci, en tout cas, c'était très intéressant. Merci. Oui, merci. On va pouvoir passer peut-être à la dernière présentation. En tout cas, merci pour cette présentation très riche, avec plein de résultats intéressants et différents. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là, on voit votre présentation. Donc, c'est pareil que les autres, vous pouvez commencer. Et dans 10 minutes, je rallumerai ma caméra. Oui, excusez-moi je n'ai pas arrivé à partager la présentation déjà, donc je commence. Donc, bonjour, je suis Wafa Abdallah, une doctorante en co-tutelle entre l'Université de Bordeaux et l'Université libanaise. Je veux présenter dans cette présentation une thématique qui tient en compte l'effet de la variabilité, surtout spatiale, des propriétés du béton sur le comportement à la rupture d'une structure qui est en béton. Et donc, l'évaluation du comportement mécanique des structures qui sont en béton est fiabilisée par l'étude de l'effet de la variabilité spatiale de ces propriétés. L'origine de cette variabilité est connue donc à plusieurs échelles, soit à l'échelle micro ou mésoscopique, du fait que le béton est formé de plusieurs phases, et y compris plusieurs tailles et plusieurs nombres des agrégats, et soit à l'échelle donc macroscopique, c'est aussi dû à la mise en œuvre et des conditions d'exposition. Donc, étudier l'effet de la variabilité spatiale des propriétés du béton fait recours donc à étudier l'effet de la variation de leur longueur de corrélation. Donc, c'est la distance c'est la distance à partir de laquelle on a deux points de la structure ne sont plus corrélés. Donc, Alors, je suis désolé d'essayer de vous couper. Est-ce que vous pouvez juste parler un peu plus fort ou alors rapprocher votre micro, effectivement, parce qu'on vous entend très mal. Ah, d'accord. Je vais essayer d'augmenter le volume, d'élever le volume. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, oui, essayons comme ça. Et essayez effectivement de parler bien fort. Oui, d'accord. Donc, je reviens à partager. Donc, toujours dans le contexte d'étudier l'effet de la variabilité des propriétés du béton et surtout leur longueur de corrélation, dans ce contexte scientifique, on a trouvé des études qui sont disponibles dans la littérature qui ont étudié l'effet de la variabilité de la longueur de corrélation de la résistance à l'attraction et du module de Young. J'ai présenté quelques-unes dans ce tableau. Et donc, je prends l'exemple d'une structure qui est à l'échelle macroscopique. C'est la centrale nucléaire de Vercors, où de l'air rare a varié la longueur de corrélation du module de Young de 10 mètres à 60 mètres, alors que dans le cas où on a une échelle mésoscopique, c'est le cas d'une poutre en flexion 3 points, le Bellego et al. A relié la longueur de corrélation de la résistance à l'attraction avec le diamètre maximum des granulats.
Donc, pourquoi j'ai choisi le module Young et la résistance à l'attraction? J'ai présenté les études disponibles dans la littérature basant sur ces deux propriétés, car ce sont les deux propriétés qui nous intéressent dans notre étude. Donc, notre objectif ici est d'étudier numériquement l'effet de la variabilité spatiale de ces deux propriétés sur le comportement à la rupture d'un voile qui est soumis au cisaillement. C'est le cas qui n'a pas été considéré dans la littérature. Et donc, lorsqu'on parle du comportement mécanique du béton, donc c'est nécessaire de préciser quel modèle d'endommagement on veut utiliser. Nous avons choisi le modèle d'endommagement isotrope de Fission qui relie entre la contrainte totale et la contrainte effective à partir d'un paramètre D. C'est le paramètre d'endommagement qui varie entre 0 et 1 et donc dépend des autres paramètres tels que epsilon de 0, c'est la déformation seuil qui dépend des deux propriétés du béton et epsilon étoile, c'est la déformation équivalente. Et donc, l'endommagement s'apparaît dès que cette déformation équivalente dépasse la déformation seuil. Le paramètre bêta-t introduit ici, il est introduit de façon à avoir des réponses qui sont indépendantes du maillage. Et donc, il dépend des autres propriétés du béton avec la taille du maillage. Et ce paramètre contrôle donc la partie descendante de la courbe contrainte déformation. Reste donc à noter que le paramètre alpha qui est introduit ici, c'est pour prendre en compte la dissymétrie du comportement du béton en traction et en compression. Donc, pour réaliser notre but, on a proposé une approche numérique. Dans cette approche numérique, consiste à faire plusieurs simulations numériques. Chaque simulation donc, est composée de deux grandes parties. La première donc, est réalisée dans MATLAB pour produire la variabilité spatiale de deux propriétés du béton concerné. Donc, la résistance à l'attraction et le module Young sont pris comme des champs aléatoires définis par leur moyenne écartée par leur longueur de corrélation et donc sont discrétisés spatialement en utilisant la méthode Circulant Embedding. Dans notre cas, comme on a un voile de 2 mètres de longueur et de 1 mètre de largeur, avec un maillage isotrope de 5 cm, donc on peut générer 800 valeurs de chacune de ces deux propriétés dans chaque élément de maillage. Et comme un exemple, j'ai présenté ici les distributions aléatoires de la résistance à l'attraction et du module Young et de déformation seuil. Dans le cas où on a pris la longueur de corrélation de 40 cm. Donc, ces distributions aléatoires vont être donc, projetées dans le voile qui va être modélisé dans une deuxième étape qui est donc réalisée dans CASTEM. Et dans CASTEM, donc, cette modélisation concerne à définir la géométrie, les matériaux, les conditions limites, etc. Donc, comme dans notre cas, le voile en béton avec le modèle d'endommagement de Fission, j'ai présenté ici les paramètres d'entrée constants de ce modèle. Et donc, pour se rapprocher des conditions des essais qui sont réalisés sur des voiles en cisaillement, on a placé deux plaques métalliques dans la partie supérieure et inférieure. Ces deux plaques métalliques sont modélisées par un modèle élastique isotrope avec les propriétés mentionnées en bas. Pour le chargement, on a appliqué une charge de compression uniformément répartie dans la partie supérieure. Et pour le chargement horizontal, on a imposé ce chargement sous forme d'un déplacement imposé dans cette face de la plaque supérieure. Pour les conditions en limite cinématique, on a bloqué suivant Y et suivant X verticalement et horizontalement les lignes qui sont colorées ici. Ces conditions limites sont nécessaires pour ne pas avoir la rotation des deux plaques métalliques ni des ouvertures de fissures liées à la flexion. Et donc, toujours dans le but d'étudier l'effet de la variabilité spatiale des deux propriétés du béton, on a fait une étude paramétrique concernant à changer, à varier
seulement la longueur de corrélation de la résistance à l'attraction et du module de Young, tout en maintenant leur moyenne et leur écart type sont des constantes. Donc, on a pris 4 cas d'études paramétriques. Les 3 premiers où on a leur longueur de corrélation sont égaux, alors que le 4e cas où on a différentes longueurs de corrélation sont utilisées. Et donc, dans chaque cas, on a réalisé 10 simulations. Pour ces 10 simulations, j'ai présenté ici pour chaque cas d'études paramétriques les courbes force-déplacement. Comme une première remarque, on peut voir que la courbe force-déplacement dans chaque simulation varie d'une simulation à une autre. Et donc, ce qui indique l'influence de la variabilité spatiale de ces deux propriétés sur le comportement global du voile. Et donc, pour détailler plus cette influence, je veux parler après dans la partie qui concerne le pic de ces courbes force-déplacement et les évolutions de la rigidité en fonction du pas de chargement. Pour cela, j'ai présenté ici dans cette courbe l'évolution des valeurs de la force de rupture en fonction du déplacement correspondant, et cela pour chaque cas d'étude paramétrique. Une valeur correspond à une simulation numérique, et comme cette valeur varie d'une simulation à une autre, donc cela indique l'influence de la variabilité spatiale des deux propriétés sur ces deux sorties-là. Et comme dans chaque cas, donc, on a 10 valeurs de force de rupture et de déplacement correspondants, on peut calculer leur moyenne et leur écart type. Et j'ai présenté ces valeurs sous forme des histogrammes basant sur chaque cas d'étude paramétrique. Ces histogrammes vont aider à savoir le taux de variation soit de la force de la rupture, soit du déplacement correspondant. Donc, dans le cas de la force de la rupture, ce qui est en bleu et en violet, on trouve que le cas 4, où on a utilisé différentes longueurs de corrélation, ce cas présente la variabilité la plus grande de la force de rupture, alors que les autres cas ont des résultats proches. C'est de 585 plus ou moins 29 kN. Et donc, pour le déplacement correspondant, ce qui est en rouge et en vert, on trouve que le cas 1, on a utilisé des longueurs de corrélation qui sont les plus petites, c'est-à-dire on a des distributions qui sont plus hétérogènes. Ce cas présente la plus grande variabilité concernant le déplacement correspondant. Concernant l'évolution de la rigidité en fonction du pourcentage de déplacement, j'ai présenté ces évolutions de sa moyenne et de son écart type, et cela dans chaque cas d'étude paramétrique. On trouve que dans la phase élastique, pas d'influence de la variabilité spatiale de ces deux propriétés sur la moyenne de la rigidité, alors que concernant l'écart type, on a le cas 4 présente la plus grande valeur de l'écart type de la rigidité. Mais si on veut parler en termes de taux de variation, ce taux de variation reste constant dans cette phase. Et dans chaque étude paramétrique, donc, dans la phase non linéaire qui précède la partie pic de la courbe force déplacement, on trouve que seulement dans le cas 4 la moyenne de la rigidité a devenu plus élevée. Mais en termes de taux de variation, ce taux de variation de la rigidité augmente donc avec la longueur de corrélation qui est utilisée. Dans une deuxième étape, pour la comparaison concernant les champs d'endommagement, j'ai présenté deux champs d'endommagement correspondant à deux simulations différentes. Dans le cas de l'exemple, on a utilisé deux longueurs de corrélation qui sont différentes. Donc, on trouve que l'emplacement de cet endommagement qui est localisé est différent d'une simulation à une autre, ce qui indique que le champ d'endommagement suit la variabilité spatiale des deux propriétés du béton. Et aussi, le temps d'apparition de cet endommagement incliné varie d'une simulation à une autre. Cette conclusion a été vérifiée pour ces simulations et les autres simulations et pour les autres cas d'études paramétriques. Et donc, pour comparer entre les cas d'études paramétriques, j'ai présenté sous forme d'histogramme le nombre des éléments endommagés qui correspond au pic de la courbe force déplacement. Ce nombre est calculé basant sur les distributions moyennes de l'endommagement
dans chaque cas d'étude paramétrique et il est classé basant sur la valeur d'endommagement qui est trouvée. Comme une comparaison, on peut trouver dans le cas où on a des distributions plus hétérogènes des deux propriétés du béton. Ce cas présente l'endommagement le plus diffus avec des valeurs d'endommagement qui ne dépassent pas 0,4. Et dans le cas turquois, où on a des distributions qui sont plus homogènes, c'est-à-dire des longueurs de corrélation plus grandes, on a un début de localisation de la fissure avec des valeurs d'endommagement qui dépassent 0,8. Donc, pour conclure, dans cette présentation, j'ai présenté l'étude de l'effet de la variation de la longueur de corrélation de la résistance à la traction et de module de Young sur la réponse globale à la rupture d'un voile qui est en béton. On a trouvé que la plus grande variabilité de la force à la rupture et des déplacements au pic est observée lorsqu'on a utilisé différentes longueurs de corrélation. On a trouvé aussi que la moyenne de la rigidité dans la phase élastique est faiblement influencée par cette variabilité spatiale, alors que son taux de variation a augmenté avec l'augmentation de la longueur de corrélation. Pour le champ d'endommagement, on a trouvé qu'il dépend de la variabilité spatiale de ces deux propriétés. On a trouvé une localisation plus rapide dans le cas où on a utilisé des longueurs de corrélation grandes. Donc, pour continuer cette étude, notre objectif donc à comparer donc entre les cas d'études paramétriques concernant le comportement local au niveau des ouvertures de fissures. Et pour aller plus loin, on veut essayer des marges qui sont plus importantes de la longueur de corrélation de ces deux propriétés de béton, soit indépendamment ou ensemble, et cela dans le cas des voiles en béton armé. Ici, j'ai présenté les références que j'ai mentionnées dans cette présentation. Et donc, merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. Merci. Il nous reste quelques minutes pour des questions si on a dans l'assistance. Alors, il n'y en a pas pour le moment, donc je vais commencer. On verra si ça veut venir d'autres questions. La première question que j'avais, c'était par rapport à la loi de comportement que vous utilisez, puisque là, vous utilisez de nouveau, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le modèle de Fichan. Est-ce que vous avez regardé comment se comporte le modèle de Fichan en cisaillement? Parce que là, vous nous avez présenté la loi en compression et en traction. La dernière fois que j'ai utilisé le modèle de Fichan en cisaillement, il me semble qu'il ne marchait pas toujours très, très bien. Et donc, je voulais savoir si vous aviez modifié quelque chose sur ce modèle pour qu'il marche un peu mieux. Pas de modification qui concerne le cisaillement, mais la compression peut influer sur le comportement de cisaillement du voile qui a été étudié, et cela est considéré par le paramètre alpha qui doit être de valeur qui est plus petite pour prendre en compte l'effet de cette compression sur l'effet de la cisaillement du voile. D'accord. En tout cas, je pense que ça serait bien, effectivement, si vous voulez présenter ça, de montrer aussi la loi de comportement en cisaillement pur de votre modèle pour montrer effectivement qu'il reproduit correctement un essai de cisaillement pur. La deuxième question que j'avais, c'est là, finalement, vous faites toutes vos conclusions sur 10 simulations. Est-ce que 10 simulations, ce n'est pas vraiment très peu pour pouvoir faire des conclusions et des analyses paramétriques? Là, j'imagine que vos calculs, c'est des calculs 2D. Ils ne sont pas très, très longs. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à en faire 200, 300 plutôt que juste d'essayer de faire des conclusions sur 10? On a choisi le nombre de simulations basant sur ce qui a été trouvé dans la littérature. Mais encore, j'ai essayé, lorsqu'on a augmenté ce nombre de simulations, on a trouvé que, bien sûr, la variation, c'est-à-dire les écarts types des valeurs, se réduit. Donc, l'effet de l'augmentation du nombre de simulations va être seulement pour la marge des valeurs la marge des sorties qu'on va faire en post-traitement, soit pour la force de rupture, pour les déplacements correspondants, pour les rigidités, etc. Pour nous, ça a été donc
suffisant ce nombre de simulations, comme on peut voir donc une marge qui est élevée de la variabilité de ces deux propriétés qui sont choisies. D'accord, donc vous avez estimé que c'était suffisant. Après, effectivement, si les calculs ne sont pas très chers, vous avez peut-être intérêt à en faire plus pour effectivement montrer que 10 était suffisant, parce que j'ai quand même l'impression, moi, que 10, ce n'est pas suffisant. Ok, alors il n'y a toujours pas de questions dans l'assistance, mais je vais en poser peut-être une dernière, qui est finalement, est-ce que vous avez prévu d'étendre ça à des murs qui seraient armés? Parce que là, si j'ai bien compris, c'est des murs qui sont non armés. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'aller vers des murs armés. Et du coup, qu'est-ce que ça va modifier par rapport à vos études pour prendre en compte l'effet des armatures? Ah bah oui, c'est là. Ok, très bien. Oui, j'ai écrit cela dans la perspective. Pour la présence de l'armature, je crois que on a commencé par cette étude et donc cela va influer sur la forme de la courbe. Donc elle sera donc plus ductile. Concernant donc l'effet de la variabilité, on ne peut pas expecter. Oui, mais si jamais vous voulez prendre en compte les armatures, soit vous allez devoir passer sur des calculs 3D, et donc là, qui seront effectivement beaucoup plus lourds, et donc vous avez intérêt à effectivement montrer que 10 simulations, ça suffit, ou alors il va falloir utiliser d'autres techniques pour rester en 2D. Oui, on a continué en étudiant sur 2D, même avec armature. On a appris que les armatures sont des éléments barres définis dans Castem. Donc, tu n'as pas besoin donc, de définir en 3D. Tu génères la variabilité du béton en 2D et tu prends que la barre d'armature est un élément barre dans Castem. Donc, tu as besoin seulement de sa section, de module Young, quelques paramètres, c'est-à-dire tu peux dessiner sans recourir à avoir une modélisation en 3D. Ok, merci. Bah, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir clore la session avec uniquement 3 minutes de retard. Donc voilà, on a un tout petit peu rattrapé le retard qui avait été pris ce matin, ce qui vous laissera un peu le temps de manger. Je voudrais quand même, avant de clore la session, bien sûr, remercier tous les orateurs et aussi remercier les gens qui ont posé des questions, parce que c'est vrai qu'en visio, c'est jamais facile, et donc c'est quand même intéressant de pouvoir avoir quelques interactions et donc de pouvoir comme ça échanger. C'est quand même toujours plus sympa. Voilà, bah, merci à tous. Et puis, Emmanuel, je te rends la parole. Je ne sais pas s'il y a des annonces à faire avant. Non, merci Mathieu. Je voulais te remercier pour la parfaite gestion et l'animation de cette session qui a été particulièrement intéressante. Merci à tous les présentateurs. Et puis, simplement vous rappeler que cet après-midi, il y a les 3 derniers jurys, 4, 5, 6, accessibles par des liens spécifiques que vous avez reçus par mail. En cas de souci, n'hésitez pas à me contacter sur la pause du déjeuner. Et on se retrouve donc dans cette salle, entre guillemets, cette salle numérique, pour une session structure à partir de 15h15, alors peut-être 15h20 avec les petits décalages avec la fin des jurys, et surtout 17h30 pour le prix jeune chercheur, l'annonce des finalistes. Merci à tous, merci encore Mathieu, et puis je vous souhaite un excellent appétit. À bientôt. Alors.